Bonsoir tout le monde. Sincèrement très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de confinement, si on veut bien. Voilà, alors aujourd'hui la question qui va nous occuper, c'est la débilité des hommes et des femmes d'État. Ah, bien. On va essayer d'approcher la question de savoir si Monsieur Macron, Madame Buzyn, Madame Pannier-Runacher, Madame Pénicaud, Monsieur Castaner sont-ils et elles sont-ils débiles? Voilà. Euh, on voit fleurir dans les médias sociaux et dans les rencontres qu'on fait, hein, néanmoins, malgré le confinement, vraiment cette espèce de lieu commun qui est que nous sommes gouvernés par des cons. On est gouverné par des débiles, on est gouverné par des gens décérébrés, par des abrutis, etc. etc. Et moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que en Cinquième République, mettre en cause l'intelligence des gouvernants, c'est extrêmement grave parce que c'est vraiment mettre en cause en profondeur leur légitimité. Il ne s'agit pas d'un régime parlementaire tel que le représentant serait un représentant mandaté pour défendre un programme que d'autres auraient élaboré, peut-être avec lui, peut-être sans lui. Non, il s'agit d'un appareil d'État construit autour de la figure providentielle du président et de corps d'État et d'institutions, corps d'État peuplés de fonctionnaires d'État, eux-mêmes sélectionnés par des écoles, par des grandes écoles, par des concours, et qui théoriquement représentent le sommet de l'intelligence. La Cinquième République, c'est vraiment ça. C'est construit autour d'un côté de l'homme providentiel et de l'autre d'un appareil d'État surcompétent, mis au service de l'homme prévidentiel. Donc quand on dit, dans le fond, ce sont des abrutis et des gens inintelligents, des gens bêtes, on attaque la légitimité de la domination sous la Ve République, et ça tout azimut. Légitimité des inégalités, la justification des inégalités, la justification de l'ordre intérieur, la justification des relations avec l'ordre extérieur, et puis le fait d'être plus que ce qu'on est, la sacralité du pouvoir. Bon, alors, la question de cette débilité à l'occasion du coronavirus, de la crise du coronavirus, est posée essentiellement à cause de celle de la responsabilité, on pourrait dire de la culpabilité, mais je reste sur la responsabilité, vis-à-vis de faits, de situations que personne n'a pu souhaiter. Personne n'a pu souhaiter quelque chose pareil. Personne n'a pu souhaiter une destruction des hôpitaux tels qu'ils soient, à ce point démunis dans la situation de crise que nous connaissons. Personne n'a pu souhaiter une chose pareille. Voilà. Donc, face à des choses qu'on ne comprend pas, à des décisions qu'on ne comprend pas, à des situations où on se dit mais personne n'a pu souhaiter en arriver là, on en arrive à se demander dans le fond, on se retrouve face à un dilemme. Les gouvernants sont-ils des salauds? Peut-être l'ont-ils souhaité? Ou bien sont-ils totalement incompétents et complètement décérébrés? Face à une question pareille, tout se passe comme si l'esprit de chacun, devant les désastres et les trahisons successives au bien commun, se disait nous n'avons pas pu élire des salauds, en fait ce sont vraiment des imbéciles. J'y reviendrai plus tard, mais c'est une question qui a une histoire et à laquelle je veux apporter ma petite pierre. Joseph Stiglitz, le premier, donc l'ancien gouverneur du FMI, en quittant ses fonctions, dit mais c'est pas possible, comment des gens aussi compétents, qualifiés, et pour certains qui pourraient gagner beaucoup plus en travaillant ailleurs et qui font ça en quelque sorte pour la cause, peuvent prendre à ce point que des mauvaises décisions qui affament les populations, effondrent les économies, etc. Et il avait parlé de fanatisme de marché, ou de bolchevisme de marché. Bon, il y a évidemment Bégodeau qui a fait ce magnifique bouquin sur l'histoire de ta bêtise et qui parle vraiment des espèces d'ornières systématiques de la bien-pensance bourgeoise en France. Et puis, enfin, il y a Todd qui dans certaines vidéos et dans certains bouquins, voilà, nous parle vraiment de la sélection des plus bêtes pour faire partie des élites. Alors moi, je vais apporter une pierre spécifique dans un instant, mais au départ, je voudrais vraiment voilà, réfléchir à ce moment. Nous sommes en pleine crise du coronavirus et à travers les médias sociaux, massivement, et puis les échanges, les fréquentations quotidiennes, la population se demande si ces élites ne sont pas débiles. Voilà. L'État est-il débile? Les représentants de l'État sont-ils débiles? Bien. Alors, grattons un peu.
Pourquoi est-ce qu'on en arrive à formuler des hypothèses pareilles? Je vais faire quelque chose d'un peu original dans les vidéos, mais je me suis préparé une magnifique décoction pomme gingembre, c'est très très bon, donc voilà, j'en profite. À la vôtre. Alors, pourquoi est-ce qu'on est troublé? Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment d'un état débile? D'abord, il y a, j'ai envie de dire, les boulettes. Pour commencer, quoi, les petites bêtises dites par des gens, on se demande vraiment où ils vont les chercher. Si elles ne vous viennent pas tout de suite à l'esprit, tapez CBET boulette dans Google et vous aurez un aperçu très intéressant. Vous voyez aussi monsieur et madame Macron au début de l'épidémie, le 6 mars, qui vont au théâtre pour inviter les Français à aller au théâtre. Bon, c'est boulette. Hein. Vous voyez Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qui déclare que désormais tous les gens qui tombent malades du Covid-19 sont des gens qui ne respectent pas ses ordres et le confinement, sans penser qu'à un moment donné, il peut par exemple parler à des soignants qui viennent de choper le Covid parce qu'ils sont complètement mobilisés dans la lutte. Donc vous voyez des espèces de boulettes, de moments où on attend un minimum soit de silence, soit de correction de la part du personnel politique, et que celui-ci se roule dans la fange d'une espèce de, comment dire, de colique verbale, quoi. Ils peuvent pas arrêter, c'est une incontinence verbale, enfin, qui est bien pardonnable chez la plupart des êtres humains. Néanmoins, c'est un premier truc, ça nous trouble. On est troublé aussi par les décisions qui ne sont pas prises. Alors, retard dans les commandes de masques, de respirateurs, dans la mise en place d'un confinement, dans la tenue des élections. Drôle de décision, hein, de tenir les élections. Tiens, puis, alors, voilà, dans le refus de rendre le port de masque obligatoire. Donc, il y a un certain nombre de choses où on voit des tas de décisions qui paraissent évidentes au sens commun et qui ne sont pas prises. Par ailleurs, il y a des décisions qui ne font pas sens. Par exemple, vous devez aller travailler, si pas de télétravail possible, mais vous ne pouvez pas aller enterrer un proche. Alors, il y a des choses où l'ordre des valeurs est complètement bouleversé et ça ne fait pas sens. Si le monde doit être comme ça, alors plus rien ne fait sens. Ça ne marche pas. On est troublé parce que, en fait, et d'ailleurs dans les deux cas que je viens de citer, c'est ça qui est à l'œuvre, une communication de crise se ridiculise dès qu'elle est formulée. Un discours qui vient gérer une pénurie et qui ne dit pas qu'il vient gérer une pénurie. Un discours qui dit ça ne sert à rien de porter des masques, c'est un geste très technique, c'est très difficile de porter un masque. Évidemment, quelques jours plus tard, on nous dira à tous en porter. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il gère la pénurie. Et au lieu de dire honnêtement, je gère la pénurie, ils se disent ça va faire peur aux gens si on dit qu'on gère la pénurie, donc. Et vous voyez, il y a un premier élément qui va nourrir le sentiment de débilité, c'est que ce groupe parle sans cesse en faisant une distinction radicale entre eux et nous, entre ceux qui émettent la communication et ceux qui reçoivent la communication, entre ceux qui sont experts et qui sont capables de savoir ce qui est possible, et ceux qui sont simplement capables d'être gérés et administrés, plus qu'être gouvernés d'ailleurs. Je reviens à ma petite liste des choses troublantes. On est troublé encore par des discours creux de pure communication, je ne parle pas de communication de crise à cet endroit-là, qui relèvent à la fois de la méthode Coué et de la manipulation grossière. Parce que c'est la guerre. Mais non, c'est pas la guerre, voyons. On a des yeux pour voir. C'est pas la guerre. C'est une situation inédite. Mais non, voyons. Enfin, c'est pas la première fois que ni la France, ni l'Europe, ni le monde subit une pandémie. On ne pouvait pas prévoir, oui, mais enfin, il y a beaucoup de discours qui prévoyaient très précisément ce qui est en train de se passer, et des gens qui militaient, qui luttaient contre l'essentiel de ce dont on souffre aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de capacité à répondre à la maladie. Donc vous voyez, c'est quand le discours devient complètement filandreux, fibreux, c'est qu'il est à peine l'image d'un discours. Et alors effectivement, ça mène à douter. On est troublé. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils se taient pas? Bon. On est troublé par les réflexes idéologiques qui s'ignorent. Quand l'État, dirigé par des libéraux un peu orthodoxes, devient complètement incapable de faire le geste de réquisitionner, de nationaliser, etc., parce que, dans le fond, pour lui, c'est idéologique, c'est-à-dire que c'est la masse qui va s'accaparer les biens de la bourgeoisie,
Et que, alors lui, c'est pas du tout idéologique de protéger à mort les biens de la bourgeoisie, quand bien même ces biens-là seraient à l'abandon, comme par exemple l'usine Luxfer. Bon, donc on voit là des gens pris dans leurs réflexes, et on les trouve incompréhensibles, et on se demande s'ils sont soit débiles, soit fanatiques, enfin, c'est troublant. Bon. On est troublé bon, par évidemment, des postures changeantes tout aussi affirmatives. Je vous affirme qu'il faut sortir, hein, et qu'il faut aller au théâtre. Je vous affirme qu'il ne faut plus sortir. Je vous affirme qu'il ne faut pas porter de masque. Je vous affirme qu'il faut porter des masques. Je vous affirme qu'il faut voter. Je vous affirme qu'on n'aurait pas dû voter. Bon, la dernière est moins bonne. Bon, on est troublé aussi par un truc énorme, comme contre-vérité. Il nous est sans cesse dit en ce moment par les représentants du gouvernement qu'il n'est pas temps d'engager les procès. Il n'est pas temps d'engager les procès en responsabilité, il n'est pas temps d'engager les critiques, il est le temps de l'union nationale. Mais c'est complètement contre-intuitif, ça. Si vous apercevez que le chauffeur de bus est complètement bourré, la première urgence, c'est d'arrêter le bus, de changer le conducteur et d'en mettre un autre à la place. C'est l'urgence absolue. Moins grave. Imaginons que vous fassiez un match de football et vous apercevez que votre attaquant, il a les pieds carrés, il fera tout sauf mettre un but. L'urgence absolue, c'est de le remplacer. Vous êtes à la guerre, vous vous rendez compte qu'un capitaine est complètement romantique, exalté, fou, maladroit ou traître. L'urgence absolue, c'est de neutraliser cette équipe-là et de remplacer le chef de cette escouade, de ce bataillon, etc., etc. C'est l'urgence absolue. Et là, ils nous disent, ah non, 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 surtout, n'engagez rien qui puisse ressembler à une mise en cause de notre personne. C'est pas le moment. Non, 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 non. Et alors là, vous voyez l'espèce d'incroyablement grossière attitude qui consiste à dire mon intérêt, c'est le bien commun. Mon intérêt de n'être pas mis en cause par les critiques, c'est le bien commun de l'unité nationale. Bien. Alors, ça aussi, c'est encore troublant. On se demande comment ils osent. Enfin, en fait, point par point, je décris une situation devant laquelle le sens commun se trouve comme estomaqué devant des comportements qu'il ne peut pas réellement comprendre, qui lui échappent, qui lui paraissent fous, fanatiques, débiles, incompréhensibles, mauvais. Enfin, voilà. Vraiment, je montre comment est-ce que, tout simplement, on est de plus en plus désarçonné ou troublé par ces comportements. Bon, évidemment, l'incapacité de se réformer en fonction de ses erreurs, le refus de la responsabilité individuelle, par exemple sur la destruction des stocks de masques, par la réaction hébétée et lunaire que tous ont contribué à bâtir, mais que personne n'a souhaité. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je repensais à des scènes de Baron Noir où il y a des trucs comme ça, là, vous voyez, dans les premiers épisodes, le suicide, je veux pas spoiler ceux qui n'ont jamais vu la série, mais enfin, pour ceux qui connaissent, ils comprendront, c'est une situation que personne n'a souhaité, mais que chacun a contribué à construire, et face à ça, ils ont l'air complètement hébétés, quoi. Quand vous voyez que déjà, sous Marisol Touraine, Griveaux, ou le chef de la REM était déjà à l'époque parmi ceux qui ont pris ces décisions-là, qui les ont fait appliquer. Macron était d'ailleurs à l'Élysée à ce moment-là, enfin, secrétaire général. Donc vous voyez comment voilà, ils en faisaient tous partie, mais ils sont incapables à un moment donné, ils sont hébétés devant ce qui leur arrive et qui leur paraît collectif, alors que bon, on les convoque un petit peu à une responsabilité individuelle. Alors voilà, face à ce trouble, il y a d'autres faits plus structurels révélés par la crise et qui, à mon sens, troublent l'intellection générale du monde. On voit, sont dévoilés à la face du pays et de manière incontestable la destruction du pays, l'état dans lequel il est, l'état de démembrement dans lequel il se trouve. Voilà, là maintenant on le voit. On voit les inégalités injustifiables par rapport à la mort, par rapport à la durée de vie, par rapport à la qualité de vie. Dans le cadre de la crise, tout ça, on le voit. Promenez-vous un petit peu dans votre ville ou dans vos quartiers, si vous êtes dans un environnement urbain, que vous avez le droit à la sortie une fois par jour pendant 1 heure,
Voilà, c'est vraiment l'impression que tout ce qui est habituellement noyé dans la masse ressurgit et se voit avec force. On voit la standardisation des paroles managériales dans les entreprises comme au cœur de l'État, exactement la même manière de réagir de la bouche de Muriel Pénicaud à celle de la famille Leclerc qui possède les hypermarchés du même nom, etc. La même inhumanité dans le fait de toujours préférer la continuité du profit au salut des vies humaines. Bon, donc voilà, on se retrouve devant un bilan étonnant, c'est-à-dire que l'esprit des citoyennes et des citoyens se trouve face à une forme de choix cornélien que je mentionnais tout à l'heure. Soit il a affaire, dans la personne de ses gouvernants, à des êtres profondément mauvais, menteurs, manipulateurs, inspirés par le mal, capables de mauvaise volonté, etc. Ce qui est difficile à admettre, puisque chacune de leurs décisions, chacun de leurs choix idéologiques augmente la mortalité du virus et la souffrance de la population, soit on a affaire à des êtres débiles. Bon, alors, premier réflexe de l'anthropologue ou du sociologue, c'est de se dire, attendez, d'abord, on parle des représentants de l'État et on parle d'un groupe. Donc on parle d'une débilité produite en groupe. Et si on parle aussi des grands managers, des grands PDG, etc., etc., on parle aussi approximativement, non pas exactement du même groupe social, mais d'un groupe qui possède le même habitus, au moins en partie, parce qu'il a grandi dans les mêmes quartiers, parce qu'il a été dans les mêmes écoles, parce qu'il a suivi les mêmes médias, il a été dans les mêmes colonies. Enfin, il partage un fond culturel profond. Bien. J'avais trouvé une citation jolie de Paul Valéry qui parlait de l'État comme un être énorme, terrible, débile, cyclope d'une puissance et d'une maladresse insigne, enfant monstrueux de la force et du droit qui l'ont engendré, de leurs contradictions. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, enfin le lien vers la citation et la référence. Donc c'est dans tel quel, édition, peu importe. Donc voilà, on est face à une espèce de monstre débile qui est une somme d'individualités, mais dont on se rend bien compte qu'elle est tout azimut dans l'État et en dehors de l'État. Et face à ça, il y a donc, comme je vous disais, la crise de ce qui profondément justifie les dominations dans la Ve République et qui est la supériorité de la formation, la supériorité intellectuelle, le mérite intellectuel, l'intelligence en quelque sorte. Bien. Alors, à la critique de Todd sur le choix des plus crétins à travers des sélections standardisantes, voilà, où on sélectionne ceux qui savent le mieux apprendre par cœur, à la critique de Bégodeau dans Histoire de ta bêtise, à celle de Stiglitz dont je vous parlais tout à l'heure, moi je voudrais apporter vraiment une vision, c'est affreux, j'allais dire de l'intérieur, de la stupidité d'une raison aristocratique, c'est-à-dire la stupidité d'une façon de penser qui est élaborée socialement, et on va la décrire dans un instant, qui est vraiment fondée sur l'écart entre ceux qui maîtrisent l'art du possible, ceux qui savent distinguer ce qui est possible ou pas, et ceux qui ne le savent pas. En d'autres termes, les experts et la masse informe des non-experts qu'il convient de gérer. Les qualifiés et les inqualifiés. Et je ne sais pas comment vous dire, mais c'est désespérant de limpidité. Ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent vraiment comme des gestionnaires de flux. Eux, ils se voient comme un groupe de gestionnaires très humains, très vivants, très beaux, très brillants, très intéressants, et qui gèrent du flux. Hier, c'est-à-dire au beau milieu de la crise du coronavirus, j'ai reçu un email m'invitant à une grande mobilisation des méninges investis de manière ou d'autre dans la santé pour participer au désengorgement des services dans lesquels il y a notamment des désengorgement des EHPAD. Puis donc, en gros, il s'agissait de mettre toutes les personnes en maladie chronique en hospitalisation à domicile pour pouvoir libérer des places en EHPAD où on mettrait des gens qui sont aujourd'hui en SSR, en service de soins. Bon, bref. En gros, on demande à ceux qui connaissent très très bien les maladies chroniques et la vie des personnes âgées à domicile, qui, bon, un petit peu mon sujet,
euh, un de mes sujets, de participer à un effort national pour réfléchir là-dessus. Et ils n'arrivaient pas à sortir de leur rail, c'est-à-dire, vous voyez arriver un appel à projet avec toute la procédure bureaucratique habituelle d'un côté, et dans la formulation, on gère du flux. On veut désengorger, il y a un nœud, il y a comme une thrombose dans le flux, donc il faut écrabouiller la thrombose, mettre du liquide, je sais pas, du lubrifiant, et puis que le flux circule mieux, qu'on puisse vider les SSR dans les EHPAD, vider les EHPAD dans les maisons, et vider les hôpitaux dans les SSR, et vider... enfin voilà, c'est vraiment... Ils pensent la vie de la nation sous une forme quasi mécanique. Bon, alors, ici, honnêtement, ceux qui parlent, ceux qui s'expriment à travers les différentes formes de stupidité dont j'ai pu vous parler, c'est littéralement un habitus, une manière d'incorporer le social produit dans certains milieux bourgeois en France, et que je voudrais vraiment vous apprendre à reconnaître et à détailler. Ça commence par apprendre à présenter de soi une image sociale singulière. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre à l'école, et notamment, par exemple, dans une école comme Sciences Po, ou HEC, ou l'ESSEC, vous allez apprendre à présenter une persona publique qui va vous servir beaucoup parce que vous allez pouvoir l'utiliser au travail. Et donc, alors cette personne-là, par exemple, n'a pas d'opinion tranchée de droite. Enfin, bref, je vais vous montrer comment ça se construit. Quand vous arrivez, alors moi je vais vous parler du cas que je connais, parce que j'étais à Sciences Po. Quand vous allez à Sciences Po, on vous apprend par exemple à faire du débat contradictoire, ou de manière aléatoire, on va vous apprendre à parler. Oh, pardon, de manière aléatoire, on va vous attribuer une opinion ou une autre. Donc voilà, je reclarifie. Je vous propose d'enquêter brièvement sur ce qui produit cet effet de débilité, et j'attribue une des causes majeures de cette débilité à la construction de la personnalité publique dans les milieux bourgeois. Comment est-ce qu'on construit cette personnalité publique? Comment est-ce qu'on construit cette persona? Ce visage qu'on va projeter dans les médias, dans les partis, dans les entreprises, etc., et qui sera le visage social, le visage efficace du bourgeois formé à la pratique du management des masses. Bon. Premièrement, on vous apprend donc, par exemple dans cette école que je connais, à défendre tout et son contraire. Donc vous apprenez à vous distancer. Ça consiste par exemple, moi, on m'avait demandé à moi de défendre la guerre en Irak. Voilà. Donc on vous demande de vous distancer totalement de ce qui pourrait être vos convictions profondes, et de savoir défendre avec talent et d'une certaine manière conviction tout et n'importe quoi. Mais c'est pas exactement tout et n'importe quoi. Vous allez voir, c'est une astuce assez rigolote. On détache la personne de son fond de conviction, en disant dans le fond les convictions c'est pas important, mais, vous allez apprendre les 10 idées phares je sais pas moi, Bertrand Badi, de Dominique Strauss-Kahn, je sais pas, les enseignants qui étaient à Sciences Po quand j'y étais, de Monsieur Villeroy de Galhau, de Monsieur Généreux. Voilà, vous allez apprendre les 10 idées phares. Alors c'est pratique, hein. En fait, c'est pas du fond. Parce que dans le fond, quand on vous apprend à défendre tout et son contraire, on vous dit la forme importe, le fond importe peu. Et là, c'est pareil. Si on vous fait apprendre un credo, hein, les 10 idées phares de Monsieur Machin, c'est pas parce qu'on vous donne du fond, non, non. C'est parce que c'est plus facile à apprendre comme ça, parce que la pensée est éminemment complexe, et seulement le problème, c'est que dans des têtes vides, ça devient le credo. Ça devient le fond. Le fond, ce sont les 10 idées apprises par cœur. On se met à croire dur comme fer que le monde est transnational, la réalité est locale, et l'ensemble est pris dans un processus de déterritorialisation dans lequel les entrepreneurs identitaires sont décisifs, de même que toute une espèce de verbiage comme ça, mais qui font réel dans la tête des gens. Et lorsque ces braves élites se retrouvent sur le terrain avec un réel qui ne répond pas du tout à ça, ils s'effondrent, on en parlera tout à l'heure.
Alors à Sciences Po, on apprend aussi euh, ce que j'appellerais des faux débats en dehors de la mêlée. Bourdieu avait très bien décrit ça, mais à partir d'un autre point de vue, dans la construction de l'idéologie dominante. Euh, on constitue une fausse pluralité de points de vue. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est au moment où moi j'étais à Sciences Po, il y avait le référendum européen. Eh bien, à Sciences Po, à part quelques fous qui étaient contre, évidemment, tout le monde était pour la Constitution européenne, mais à l'intérieur de ça, il y avait des variantes. Il faut dire oui parce que, il faut dire oui parce que, il faut dire oui parce que grâce à de nouveaux pouvoirs au Parlement, on pourra faire ceci pour cela, il faut dire oui parce qu'il faut continuer ce grand mouvement d'intégration, il faut dire oui parce que l'Europe a beaucoup tenu compte de la pensée des jeunes pour cette constitution, il faut dire oui parce que Giscard d'Estaing était donc... Enfin, tout et n'importe quoi pour dire oui. Et donc on se crée dans cette petite bulle des sommes d'échos dans lequel ce qui est important, c'est la pluralité de ces points de vue, qui en fait recouvrent tous le même acte, qui consiste à voter oui. Bon, et à devenir complètement sourd au non. Donc vous voyez, c'est vraiment apprendre de faux débats et des fausses pluralités, c'est-à-dire que dans une parfaite unité, on se fait croire qu'on est un milieu ouvert et qu'on discute. Bien. Alors apprendre à ne pas questionner le fond. D'abord parce qu'on n'interroge pas, d'abord parce qu'on travaille par fiche, mais encore parce que littéralement ça ne fait pas partie des objectifs des cours. Je me souviens d'un cours de questions européennes où j'avais eu le malheur de dire mais comment ça se fait qu'on passe notre temps à apprendre du droit administratif européen? Le cours s'appelait questions européennes. Moi j'ai des questions profondes sur voilà, l'organisation de cette institution, son but, son histoire, son orientation idéologique, ce qu'on peut y changer. Non, non, il était question de pouvoir rédiger des notes et des fiches très vite et donc d'apprendre la technique. Donc apprendre à ne pas poser de questions de fond. Apprendre à faire le distinguo entre ce qu'on dit à la télé et ce qui est vrai. Je me souviens de cet exemple très net qui était la concurrence pure et parfaite, elle est impossible, nous le savons, les 5 axiomes d'Arrow et de Debreu le prouvent, il n'y a pas de concurrence pure et parfaite, mais à la télé, on n'engage pas cette discussion-là, on ne va pas parler comme ça, il faut faire œuvre de pédagogie et expliquer que il faut aller le plus possible vers une concurrence libre et non faussée. Et de ce point de vue-là, un Dominique Strauss-Kahn ou un Villeroy de Galhau ou des enseignants d'économie qui auraient été beaucoup plus marqués à droite, parce qu'eux étaient plutôt socialistes, allaient évidemment partir du même point de vue. C'est-à-dire que le libre marché c'est bien et la croissance c'est bien, point, il n'est pas question d'aller voir ailleurs. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est un point plus profond. Apprenez à distinguer les cartes que vous jouez à la télé, les paroles que vous jouez à la télé, et bah, ce qui peut être vrai, ce qui peut être de l'ordre du débat théorique. Euh, je- hmm. Alors, il se forme déjà là, dans ces écoles-là, des formes de cours, de petits groupes, de petites grappes de personnes autour de personnes qui, soit à travers le syndicat étudiant, soit à travers leur naissance et leur ascendance, soit à travers leur activisme au sein d'un parti, marquent de belles promesses en quelque sorte. Bien. Donc ces personnes vont développer un vrai apprentissage du marketing d'elles-mêmes et autour d'elles, on va commencer à figer des caractères, des personnes, des traits en quelque sorte. On va façonner le futur personnage politique tel qu'il va se développer. Alors par ailleurs, dans les écoles dont je parle, mais ça serait aussi vrai au Pont, je parle que des écoles où j'ai enseigné ou que je connais un peu, euh, on fait croire aux étudiants qui sont un peu touche à tout, qui sont capables d'être bons. Euh, je sais pas si on prend à Sciences Po en poésie anglaise du début du XXe siècle, théorie des relations internationales, économie et enjeux philosophiques profonds. On leur apprend en fait cette espèce de posture de Jack of all trades and master of none, c'est-à-dire touche à tout et propre à rien. Et on leur apprend que dans le fond, c'est la bonne posture. Euh, alors, ça a des conséquences extrêmement fortes parce qu'ils vont se sentir de ce fait extrêmement justifiés à parler de tous les sujets, avec cette idée que cette diversité d'approches leur permet de comprendre les enjeux en tout, d'être fluide, d'être en pivot, d'être rapide, de saisir les choses, etc. Et donc, ils vont se sentir parfaitement à l'aise. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que une fois cette persona
une fois cette figure publique façonnée, une fois cette manière de penser façonnée, cette manière de se positionner par rapport au fond, à la forme, etc., une fois qu'on a ça, on est parfaitement disposé à être, je mets 25 guillemets, crédible à la télé, et simultanément totalement débile et imbécile dès lors que le cadre dysfonctionne. Le cadre pour lequel je suis fait, à cet endroit-là, c'est-à-dire à l'école on m'a déformé, etc., etc., je suis fait pour un cadre, dans ce cadre-là tout roule, dès lors que quoi que ce soit dérape, ma position en fait d'illustration, je ne sais pas comment dire, de tourlourou, de, de gentil animateur du capitalisme sauvage, se trouve totalement dénoncée, et donc en fait de clergé, de récitateur de credo, euh, je dois d'un seul coup devenir une personne publique capable d'agir politiquement fermement, et les masques tombent. Et en continuant à jouer leur comédie de grande école, ils paraissent effectivement pour des neuneux. Hein, bon. Alors, moi j'ai un certain nombre d'exemples très très simples à donner de ça. Bon, par exemple, quand la Minuc et le... Alors on est en 2000... je dis pas de bêtises. 2005 au Kosovo. On est en septembre 2005 au Kosovo, septembre, octobre, novembre de 2005 au Kosovo. Je fais un terrain là-bas et j'ai des relations de discussion avec des personnels de la MINUC et des personnels de la CAFOR. Donc la force de l'OTAN, la CAFOR, et la force de l'ONU, la MINUC. Et il y a une vraie dépression là-bas parce que l'administration onusienne du Kosovo essaye d'appliquer des dogmes néolibéraux classiques qu'on appelle la doctrine Kouchner à ce moment-là, et c'est un échec total, 60% de chômage, principale exportation, c'est la ferraille des voitures, enfin vraiment, c'est tout, et puis ça se voit, quoi. Puis toutes les problématiques politiques ne sont pas adressées, ou comme des problèmes techniques, bref, c'est la cata. Et le représentant spécial de l'ONU qui vient pour faire une petite enquête sur ce qui se passe, Kaya Ide, à cette époque-là, dit il y a une Kosovo-fatigue, c'est-à-dire il y a une dépression des personnels de l'ONU. Et les types déprimaient, ils se mettaient à dire que les Kosovars étaient des fainéants, que c'était vraiment un pays rempli de fainéants, un pays nul, tout le monde était corrompu, parce que leur recette ne marchait pas. C'est-à-dire que face à l'application de la recette, quand ça marche pas, ils sont complètement démunis. Ils s'effoirent. Bon, j'aurais pu vous donner d'autres exemples plus proches de mon travail, avec les caisses de retraite ou avec des agences régionales de santé, quand ils sont obligés d'admettre que euh, le réel ne correspond pas au modèle qu'on a appris à l'école, ou en quelque sorte de ce qui a suinté du PowerPoint, quoi. Euh, Dès lors que cette raison instrumentale est mise en échec par le réel, il y a une espèce de dépression et d'incapacité à en bouger. C'est ça qui est extrêmement intéressant, incapacité à en bouger. Et dans le fond, ils ont appris, pardonnez-moi du mauvais jeu de mots, ils sont confinés à ne penser que dans ce qu'ils ont appris être pensable, acceptable, exprimable. Bon, dernier point que je voulais adresser sur ce sujet, c'est dans le fond, ils ont été essentiellement formés à un type d'intelligence qu'on pourrait dire celle qui permet de répondre à des tests de QI. Ils ont été formés à une intelligence instrumentale qui permet d'apporter une réponse simple, on pourrait dire à plat, à un problème logique. Typiquement, c'est le genre d'intelligence qu'il va falloir euh, pour passer un concours, et notamment l'ENA. Le droit administratif, c'est pas un truc dans lequel on peut choisir des tonnes de réponses possibles. Et on n'y intègre pas, par exemple, de ce qui pourrait convenir à une forme de QI émotionnel. Mais peu importe, en réalité, vous comprenez bien que l'intelligence, c'est une capacité à entendre, une capable à intelliger un maximum de données dans un environnement afin de prendre une décision. Ce n'est pas que être capable de résoudre un problème de logique. On appelle des tas de choses intelligence, mais pour le sens commun, dans le fond, c'est être capable de comprendre toutes les données d'un problème pour apporter la meilleure réponse. Bon, en gros, c'est ça. Or, ça n'est pas du tout ce à quoi ils ont été formés. Ils ont typiquement été formés à répondre à des questions de tests de QI.
devant telle situation, alors la réponse est ça. Ils ont été formés à apprendre des définitions par cœur, pas à les questionner, pas à les comprendre en profondeur. Euh, par exemple, il n'est pas souhaitable, courbe de Phillips, que le chômage descende en dessous de 5% parce que ça augmente l'inflation. Là, il ne questionne ni ce que c'est que vivre le chômage, ce qu'on pourrait faire de ce temps-là dans la vie de chacun, est-ce que le chômage n'est pas un temps souhaité, ni la dimension sacrée du chômage dans l'ancien temps, ni ce que peut signifier l'inflation et l'interdiction de l'inflation. C'est quand même des points extrêmement intéressants parce que défendre l'absence d'inflation, interdire l'inflation, c'est quand même toujours défendre ceux qui ont prêté de l'argent contre ceux qui ont emprunté de l'argent. Ben oui, parce que si la valeur de l'argent s'effondre, ben vous pouvez rembourser en vendant un neuf. Bref. Donc voilà, essayez de retenir ça. On a un dispositif social de production des élites qui produit des gens qui ne sont capables de présenter qu'une persona publique complètement débile. Complètement débile, incapable de considérer le fond et seulement capable de considérer la forme, absolument persuadée qu'elle peut gérer les problèmes comme on répond à un test de QI à partir de phrases apprises, bercés dans une doxa et dans un dogme dont ils sont incapables de repérer le caractère, incapables de comprendre même probablement quels intérêts ils servent directement, et par ailleurs, incapables, parce que leur esprit n'est pas exercé à ça, à embrasser la totalité des causes et des conséquences d'un phénomène, et par conséquent à être effectivement intelligent. Point final à tout ça, et ils s'y braquent, tout persuadés qu'ils sont, d'appartenir au groupe des maîtres, d'appartenir au groupe des experts, d'appartenir à un groupe de ceux qui sont quelque chose, c'est-à-dire de ceux qui sont capables de prendre les bonnes décisions étant celles qui sont définies par des experts et non pas celles qui feront le bien du peuple, en un sens. Bien. Alors, je voudrais finir en respectant une promesse que j'ai faite lors de la dernière vidéo et qui consiste à vous proposer une analyse cognitivo-comportementale de la personnalité de M. Emmanuel Macron. Alors pourquoi je vous ai proposé ça? C'est un peu une boutade, mais en fait c'est très sérieux. C'est presque une critique de ce que je viens de dire. Dans le fond, vous allez voir que le fait de n'avoir accès qu'à la persona, qu'au masque public de ces gens, donne un effet extraordinairement déformé de la personnalité. Et à partir de la persona de M. Macron, à partir de ce que je vois quand je regarde la télé, à partir de ces, mettons, allez, prenons ces 3 derniers discours, répondons à un questionnaire d'évaluation cognitivo-comportementale et voyons à quel profil on pourrait le rapporter. Alors, je suis allé chercher un test, pour aller loin, je suis allé sur Wikipédia, un texte utilisé par une thérapeute comportementaliste et cognitiviste qui s'appelle Isabelle Nazaraga pour identifier les pervers narcissiques. Alors, il faut qu'il ait au moins 14 des comportements cités sur les 30 qu'on va lire. Donc, il y est, il culpabilise les autres en invoquant l'amour, l'amitié, la famille, la conscience professionnelle, la nation, la patrie, on pourrait rajouter, boum, bing, 1. Il exige la perfection de la part des autres, qu'ils doivent être omniscients, totalement disponibles à lui immédiatement, capables de répondre à toutes les questions et qui ne doivent jamais changer d'avis. Bing. 2. Il exploite les sentiments moraux des autres, devoir, générosité, courtoisie, humanisme pour satisfaire ses besoins. Les derniers discours sont édifiants à cet égard. Bing. 3. Il remet en cause la compétence, la personnalité, les qualités des autres, il critique et dévalorise afin de créer le désarroi. Boum. 4. Et dernier discours sur ces inconséquents qui osent critiquer son action maintenant, etc. Il et elle jalousent tout le monde, y compris sa famille. Ben ça, j'en sais rien. Il et elle recourent aux flatteries, aux cadeaux, aux services rendus pour se faire bien voir. J'en sais rien. Il se pose constamment en victime. On ne sait pas. Question 8. Il et elle ne s'estiment jamais responsable de rien, rendant ainsi les autres responsables de tout. Bing. Point.
Il et elle n'énonce pas clairement ses sentiments, ses opinions, ses besoins ni ses demandes. Ça, je ne sais pas. Il et elle répond toujours de manière évasive. Je ne crois pas. Il et elle peut changer de sujet sans transition au cours d'une conversation. Bim, point Macron. Il et elle évite ou quitte les réunions et les entretiens. Je ne sais pas. Il et elle utilise des moyens indirects tels qu'autrui, répondeur, téléphone. Je ne sais pas. 14. Il et elle évoque des raisons logiques pour faire passer ses demandes d'emprise. Oui. Oui, bing, point Macron. Il déforme, interprète et raconte des mensonges pour cacher la vérité. Bing, point Macron. Il et elle refuse la critique et nie les évidences. Bah, boum, hein. Il et elle recourt parfois au chantage et aux menaces implicites, je ne sais pas. Il et elle crée des conflits dans le but de manipuler son entourage, je ne sais pas. Il et elle se comporte différemment et modifie l'expression de sa pensée en fonction des personnes et des situations. Oui, là je pense que oui. Bon. Il et elle ment. Bon, ça je ne sais pas. Probable, mais je ne sais pas. Il utilise l'ignorance de ses avis et tente de faire admettre qu'il leur est supérieur. Pardon, il utilise l'ignorance de ses vis-à-vis et tente de faire admettre qu'il leur est supérieur. Oui, il est égocentrique, je ne sais pas. 23, ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il fait. Je ne sais pas. Il invoque l'urgence pour obtenir un avantage d'autrui. Bim, point Macron. Il renie les sentiments, les désirs, les besoins et les droits d'autrui. Moi, je mets un point à Macron tout de suite. Il rejette implicitement les demandes en prétendant s'en occuper. Bim, point Macron, le grand débat, tiens. Il génère des sentiments de malaise, de désarroi et ou d'absence de liberté. Je ne sais pas. Il parvient à faire accomplir à autrui des actes non désirés. Bim, point Macron. Il atteint ses objectifs au détriment des autres. Bim, point Macron. Et enfin, il fait l'objet de discussions fréquentes et récurrentes. Bim, point Macron. Alors voilà, je me suis amusé à faire cet exercice parce que là, on voit qu'il a quelque chose comme 17 points sur 30 et donc totalement à l'évidence, c'est un pervers narcissique. Mais si vous prenez ça, en fait, vous pouvez littéralement l'appliquer à tous les membres du gouvernement. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que ces gens-là ne le sont probablement pas, là n'est pas la question, mais que la persona, l'image publique qu'ils ont appris à déployer, ceux qu'ils ont appris à être comme des êtres professionnels, comme des professionnels de la politique, ou comme même tout simplement dans leur entreprise des experts, tout ça, toute cette personnalité sociale acquise, est littéralement une posture un peu débile et très massivement perverse, notoirement parce qu'elle considère les individus non pas comme des sujets, mais comme des objets manipulables, comme des flux, etc. etc. Bon. Donc, voilà, c'est ce à quoi je voulais vous amener à réfléchir aujourd'hui. Dans le fond, c'est la crise de l'état débile qui est vraiment profondément, simultanément, une crise de l'État expert et de la formation de ces élites expertes qui, en réalité, sont devenues des figures, des masques, là pour justifier la captation d'une large partie de ce qu'il y a à décider, de la décision publique, par une petite élite au nom de sa compétence. Et dans le fond, si au lieu d'être compétents, ils ont développé le masque, enfin essentiellement la capacité à porter le masque de la compétence, ben dans le fond, ils mettent la totalité du système en crise. Bien. Et ben, j'espère que je vous ai un petit peu distrait, amusé de votre confinement. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que notre beau pays, nos belles rues, nos belles campagnes sortiront le plus vite possible de cette situation pénible et dramatique pour bon nombre d'entre nous. Et bien, sur ce, salut tes joies!